L'information n'est pas toujours facile à saisir et à décrypter et c'est l'objet de ce plateau qui vous est offert tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, merci et bienvenue à la revue des grandes, une édition de ce jeudi. Nous sommes le 3 septembre 2020. D'abord, les une en kiosque ce matin. La Nouvelle Expression parle de justice internationale. Maître Momo poursuivi en France. L'information qui enflamme la toile indique que le ministre délégué à la justice est convoqué devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2020 pour répondre des faits d'injure publique via Facebook et WhatsApp contre une avocate française. L'article est à retrouver en page 2 de la Nouvelle Expression ce matin. La Nouvelle Expression qui évoque également la crise anglophone ce matin. Armées séparatistes accusés, le rapport du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique porte sur les violations flagrantes commises dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est en oreillette ce matin de la Nouvelle Expression. Dialogue social, l'engagement de la société civile, titre le journal. Des acteurs des ONG se sont retrouvés pour élaborer un cadre de concertation avec les pouvoirs publics et les leaders politiques. Article en page 7 du journal. À la une de la Nouvelle Expression également ce matin, groupement Bafou en trône à problème, titre le journal. La désignation du fils d'un régent comme héritier au trône au village Tingbe suscite curiosité et indignation. L'article, vous le retrouverez en page 4 de la Nouvelle Expression ce matin. Le Messager est en kiosque ce matin à la une. Crise foncière, patrimoine, expropriation des terres. Henri Eba ici parle, s'exclame le Messager, dans un contexte de mercantilisme marqué par des expropriations qui génèrent des conflits à n'en plus finir. Le ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières se met à table. Article à retrouver des pages 6 à 7 de Le Messager qui paraît ce matin. En pied une de Le Messager au tribunal, Paul Choutard, une parodie de justice, déclare le journal. Vous retrouvez l'article en page 9 du quotidien Le Messager qui évoque également la crise anglophone. Le gouvernement à bout de souffle face à l'échec de la stratégie militaire. Le pouvoir explore les recommandations du grand dialogue national. Ce sont quelques titres que vous retrouvez à la une ce matin du quotidien Le Messager qui est en kiosque ce matin. D'autres journaux sont en kiosque, notamment Émergence, le quotidien bilingue désormais. Extrême Nord, l'inquiétant retour de Boko Haram. Ces derniers jours, de plus en plus de personnes sont tuées dans des séries d'attaques. Article en page 5 de Émergence. En pied de une, Kameko, Paul Biardon, la reprise de l'exploitation. Vous trouvez l'article en page 3 de Émergence qui parle également des télécommunications. La RT soupçonne les opérateurs de téléphonie mobile d'arnaque, dit Émergence ce matin. Le quotidien bleu, Le Jour, paraît ce matin. À la une, lycée, pourquoi les frais de scolarité augmentent sans cesse? Alors que les inscriptions débutent, les parents redoutent une nouvelle augmentation dans ces établissements publics secondaires. Article aux pages 3 et 4 de Le Jour ce matin. En pied de une de Le Jour, au marché, les prix de la tomate repartent à la hausse, indique le journal en pied de une ce matin. Inondation à Douala, des démolitions annoncées, indique le quotidien Le Jour qui est en kiosque ce matin. L'hebdomadaire Signature paraît ce matin. Signature à la une. Gouvernance, les immortels de la République, indique ce matin le journal que vous retrouvez en kiosque ce matin, tout comme le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui parle des conseils régionaux, la répartition des sièges. Le président de la République, Paul Biya, a signé hier un décret fixant le nombre de conseils régionaux par département et par catégorie. L'intégralité du texte présidentiel est à retrouver des pages 4 à 5 du quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui évoque également en pied de une, prix du cacao. Les fèves seront bien payées, indique le journal, qui vous propose l'article dans ses colonnes ce matin. Mutation est en kiosque à la une, santé publique, 7 tueurs silencieux, paludisme, choléra, insuffisance rénale, hépatite virale, revue de ces maladies éclipsées par le coronavirus qui sème toujours la mort. Dossier costaud à retrouver ce matin des pages 7 à 10
du journal Mutation qui titre en pied une liste électorale. Le Covid-19 infecte les inscriptions. Article en page 11 du journal Mutation ce matin. Et puis, mise à niveau des entreprises. Le directeur du bureau fait le point dans le journal ce matin. Vous retrouvez également le financier d'Afrique ce matin dans les kiosques. Les freins à la compétitivité du port de Kribi. Cette place portuaire qui est en pied de une, qui est à la une ce matin du financier d'Afrique, qui paraît, c'est un hebdomadaire que vous aurez en kiosque ce matin. La tribune d'Afrique est également en kiosque cette semaine. Gouvernance locale, ces élites du Mbéré qui œuvrent pour le développement, alors que certaines élites ne semblent pas se soucier du développement de leur contrée et se sont souvent qualifiées de prédatrices. Celle du département du Mbéré, nous sommes là dans la Damawa, modernise leur localité natale. L'éditorial de Faustin Ndjikam vous est proposé comme chaque semaine en page 3 de l'hebdomadaire qui est en kiosque ce matin. L'hebdomadaire évoque également EDC, la fausse affaire des ventes frauduleuses des voitures de l'État. Article en page 4 de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique de Faustin Ndjikam qui est en kiosque cette semaine. Sur ce plateau, nos confrères pour comprendre ces différents sujets. Camille Nélé, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald Brice-Kangan, bonjour Guy Hervé Fongan et bon retour. Nous vous voyons courageusement revenus. Tout le monde sait que vous avez perdu votre mère, que vous l'avez enterrée le week-end dernier, mais vous savez aussi toute la sympathie qui vous a été témoignée par le monde de la presse. La revue des Grandes Unes a compati à cette perte brutale, mais on vous voit, vous êtes courageusement là. Bon retour Guy Hervé Fongan. Et bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Les millions de téléspectateurs d'Equinox de télévision, surtout de la revue des Grandes Unes. Vous l'avez dit, depuis quelques semaines, nos téléspectateurs n'avaient plus revu Guy Hervé Fongan, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir ce matin. Guy Hervé qui a perdu sa maman, vous le disiez, Camille Nélé. Nos sentiments de réconfort et d'amitié vous sont réitérés. Guy Hervé, bienvenue. Bonjour Brice Donald et bonjour doyen Camille Nélé. Et une pensée pour toutes les personnes qui ont accepté de faire déplacement à la fois pour Mbanga, où se déroulait la levée de corps de maman et l'enterrement à Bamangom. Je voudrais ici exprimer toute ma reconnaissance, ma gratitude à toutes ces personnes-là qui à la fois étaient présents en Mbanga pour la levée et au village à Bamangom pour l'enterrement. C'était un événement, un moment douloureux et on a accompagné maman comme il se devait à sa dernière demeure. Donc merci à tous ceux-là. Tenez bon Guy Hervé, nous sommes à vos côtés. Justice internationale, titre ce matin la nouvelle expression. Maître Momo poursuivi en justice. La 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris attend le ministre délégué à la justice le 27 novembre 2020 pour répondre des faits d'injure publique via Facebook et WhatsApp contre une avocate française. C'est un titre tonitruant de la nouvelle expression ce matin, mais c'est un drôle de titre. On nous parle de justice internationale et on nous parle d'une procédure qui serait intentée contre Maître Momo devant le tribunal de Paris pour injure publique via Facebook. Vous savez, quand on compte le nombre de personnes qui sont insultées, injuriées et déchirées chaque jour sur Facebook, moi je pense que les tribunaux n'auraient pas suffisamment de temps pour les juger d'un et des deux. Moi je pense que une journaliste dont on ne donne pas le nom, dans cet article on lit aussi que les faits, on n'arrive pas à savoir exactement quand les faits se sont passés. Donc moi c'est un gros titre. Une avocate? Oui, une avocate, mais quelle avocate? Qu'est-ce qui a poussé cette avocate à déposer plainte pour injure publique? Bon, encore que bon, il est vrai que Facebook c'est public, mais injure publique, bon, ça fait peut-être le buzz, ça donne l'occasion de reparler, de mettre Momo qui lui-même est très présent sur la toile. Mais moi je pense que c'est une affaire qui ne devrait pas intéresser grand monde. Guy Hervé, est-ce que vous avez la même lecture, cette avocate française qui a porté plainte, d'après ce que nous indique ce matin la nouvelle expression devant les juridictions françaises, Camille estime que les injures sont banales sur les réseaux sociaux et que de toutes les façons, les tribunaux n'auraient pas assez de temps pour tabler sur toutes ces dérives. Disons que j'accorde beaucoup de crédit et de sérieux à la qualité du traitement de l'information à la nouvelle expression, jusqu'à preuve le contraire. Et l'article est signé par Linda, bien pas que j'ai parcouru.
j'ai du mal à dire que c'est assez léger comme traitement à l'information, parce que la vérité, on n'apprend pas grand-chose sur les mobiles et les faits, etc. On n'apprend vraiment pas grand-chose quand on relit l'article, et de là, faire la grande une de l'expression, j'ai du mal à cacher un peu ma peine. Mais en même temps, il faut quand même relever que Maître Momo est un des ministres les plus présents sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était, vous rappelez que le président avait annoncé sa candidature sur Twitter 2018, et il avait demandé au ministre de se mettre à jour et de s'arrimer à cette nouvelle donne. À cette nouvelle donne. On voit bien que malheureusement il y en a qui en usent et en abusent, parmi lesquels M. Jean Diomo, qui est un peu trop présent. Il est quasiment dans... Je suis avec lui à peu près dans 5 groupes WhatsApp où il est très actif et très présent. Et bon, peut-être que c'est le revers de la médaille, parce que la vérité, qui trop embrasse mal les trains, et peut-être il ne s'en sert pas toujours comme il faut. Je préfère encore une utilisation utile telle que faite par le ministre de la Santé, Manaouda. On voit bien que il fait des tweets utiles qui renseignent, qui édifient les autres. La preuve, son compte Twitter a été certifié quelques temps après par Twitter, parce qu'il fait des posts utiles. Donc maintenant, il aurait aussi été intéressant dans le même article qu'on rappelle quand même aux gens que ceux qui relaient les informations qui ne sont pas toujours correctes peuvent être pénalement poursuivis. Ce n'est pas suffisamment dit. Par très peu de gens le savent, parce que relayer les fausses informations également, on va pas être poursuivi pour ça. Ceux qui, à longueur de journée, insultent également et qui colportent les propos tribaux peuvent également être poursuivis. Je pense que ça aurait été, à mon sens, une excellente occasion de faire un dossier sur le sujet, pour davantage, à côté de ce fait-là, faire un dossier pour davantage édifier les gens, pour que la presse, dans sa mission d'éducation et d'information, devrait, à mon sens, mettre aussi l'accent sur, parce qu'aujourd'hui, avec la démocratisation des réseaux et des canaux d'information, il faut bien que les gens sachent que tous ceux qui s'amusent à faire et à dire tout n'importe quoi sur les réseaux sociaux peuvent être pénalement poursuivis, et très peu de gens le savent. Je pense que le rôle de la presse, c'est aussi de relayer avec emphase ce type de choses, à côté de ce qui est dit sur Maître Momo, qui, à la vérité, ne nous apprend pas grand-chose. Alors, Camille, cette affaire peut également convoquer la question de la régulation, justement, de l'espace cybernétique, comme évoque ce matin Hervé Fongan. Mais Guy Hervé Fongan vient de le dire, il a tout dit. C'est bien beau de poursuivre quelqu'un, mais seulement les gens ne savent pas, effectivement. Et c'est le reproche qu'il fait, c'est le doux conseil qu'il donne à une nouvelle expression, que la presse aurait pu se saisir justement de cette procédure vrai, faux ou fantasque contre Maître Momo, pour dire que les auteurs de dérives sur les réseaux sociaux peuvent être poursuivis selon des textes prévus et réprimés. Donc, c'est vrai, quand on note effectivement le nombre, la montagne d'injures, d'insultes, d'invasions et de propagation de fausses nouvelles qui enflamment la toile tous les jours, franchement, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aurait pas suffisamment de place pour les tribunaux. Mais quand on peut être bien à l'aise, bien douillettement installé en France, et se permettre d'insulter les gens au Cameroun, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va convoquer l'un de ces célèbres lanceurs d'alerte, ou l'un de ces célèbres pourfendeurs du régime, qui vit en France, on les traduit ici au Cameroun, le type va venir ici quand? Donc, effectivement, il faut que les gens prennent conscience de ce qu'il y a des faits, justement, dans le domaine de la cybernétique, qui peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires et même à de l'autre condamnation. Donc, il ne faudrait pas à ce moment-là, parce que moi, il y a des moments où je suis un peu sidéré quand certains cyberprofessionnels, ou quand certains lanceurs d'alerte sont arrêtés, traduits devant les tribunaux, la presse, ou une certaine presse, commence à faire des cours. Non, journaliste fait ceci, journaliste muselé, journaliste... Mais pourtant, ces personnes ont bien lu pendant longtemps de mauvais articles, de mauvaises analyses et même des injures que ce journaliste multipliait dans les réseaux sociaux. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment que les gens, que les uns et les autres soient édifiés sur ce domaine et comprennent que oui, c'est bien beau la liberté de la presse, c'est bien beau la liberté sur Facebook, mais seulement elle doit avoir des limites, elle a des limites, et ces limites-là, c'est la loi. Alors, c'est une excellente perche que vous me tendez, puisque nous allons évoquer l'affaire Paul Chouta, qui est pendante devant les tribunaux. C'est en pied une ce matin de le messager au tribunal. Paul Chouta, une parodie de justice.
Le Messager nous rappelle en page 9 qu'il a été arrêté le 27 janvier 2019. Guy Hervé, il est à 15 mois de détention dans le cadre d'une procédure pour diffamation et injure sur les réseaux sociaux, justement. Le journal évoque une parodie de justice en rappelant que le jugement n'a pas encore été possible en raison des renvois. On en est à 14. Non, il faudrait peut-être saisir cette occasion pour rappeler que dans la notion de liberté, il y a également la notion de responsabilité. Et vous avez tous comme moi suivi cette nouvelle race d'individus qui envahissent l'espace public, qu'on appelle lanceurs d'alerte, qui font feu de tout bois et qui très souvent sont confondus à ceux-là qui ont appris les ficelles du métier. C'est-à-dire que le travail de collecte, de traitement, de diffusion de l'information, nous avons été plusieurs fois très souvent heurtés et choqués par le type d'informations que ces gens relaient et qui donnent très souvent l'impression de concourir au prix Nobel des likes et des followers. Mais toujours est-il que on a l'impression que le procès s'éternise, mais il est, à mon sens, urgent qu'il y ait une vraie régulation de toute cette activité. Parce que très souvent, aujourd'hui, il suffit qu'on ait un compte Facebook et qu'on a son smartphone, qu'on s'autoproclame lanceur d'alerte et qu'on commence à dire tout et n'importe quoi et on fait feu de tout bois. Et très souvent, la maladresse, c'est que ceux-là sont la plupart du temps confondus aux journalistes et très souvent, ça n'honore pas et ça ne rend pas serein ceux qui ont choisi d'exercer ce métier dans l'éthique et la déontologie. Mais il faut rappeler, quand on regarde la manière kafkaïenne avec laquelle le procès s'est déroulé, on peut quand même avoir un pincement au cœur sur le fait qu'il soit jusqu'à présent en attente encore de véritables jugements. Ce n'est pas très sain pour notre justice. On aurait aimé quand même que si jamais il s'avère qu'il est coupable de quoi que ce soit, et bien que le droit soit dit et qu'il soit évidemment reconnu comme tel. Mais le fait de renvoyer ça ad vitam aeternam donne l'impression qu'on a une justice aux ordres et que selon que vous soyez noir ou blanc, bien la Cour vous rendra le droit selon ses sentiments. Et puis, on sait très bien derrière, la dame qui est derrière ce procès-là, ça ne rassure pas, il n'est pas de nature à faire confiance à la justice qui, jusqu'à peu le contraire, est le baromètre de toute démocratie. Quand la justice est inféodée, eh bien, ça n'honore pas ceux qui voudraient laisser au Cameroun la démocratie et la prospérité. Alors, Guy Hervé a lâché le mot, procès kafkaïen, c'est ce que dit Nouveau Droit de l'Homme, dont la conférence de presse donnée à Yaoundé est en compte rendu ce matin dans les colonnes de Le Messager. Nouveau Droit de l'Homme parle d'un renversement de paradigme parce que le principe, explique l'ONG, c'est la présomption d'innocence, mais dans le cas Pochuta, le Nouveau Droit de l'Homme parle plutôt d'une certaine présomption de culpabilité. Qu'est-ce qui se passe avec... Je rappelle, la dame dont il est question, c'est bien Kalice Biala qui l'accuse de diffamation. Mais c'est parce qu'elle s'appelle Kalice Biala qu'elle n'a pas le droit de saisir les tribunaux. Si elles se sont insultées, si elles se sont diffamées, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Kalice Biala qu'elle n'a pas de droit. Parce qu'effectivement, quand une personne est diffamée, insultée, injuriée, elle a le droit. Et maintenant, la personne qui l'accuse a le devoir d'établir sa bonne foi et d'établir... Personne lui a contesté le droit, on parle de la procédure. Non, mais c'est pour ça que je suis en train de dire que c'est vous qui me dites que la personne qui porte plainte, c'est Kalice. C'est un rappel pour que les gens comprennent. Vous savez, c'est une affaire qui fait le tour de la presse depuis 15 mois, justement, qui a suffisamment fait de bruit. Bon, sur le plan de la durée de cette procédure, moi, je suis totalement... contre, je suis totalement outré qu'une procédure comme celle-là ne soit pas réglée. Et comme l'a dit Guy Hervé Fongan, écoutez, on vous juge,
on discute des faits qui sont allégués contre vous, pour lesquels vous êtes présumé poursuivi. Bon, mais maintenant, si vous êtes coupable, qu'on vous condamne. Si vous êtes innocent, qu'on vous relaxe. Mais c'est tous les jours qu'on parle de ces projets, de ces procès, de ces procédures qui durent. Vous savez, le plus... Pourquoi ça dure, Camille? Le plus illustre étant effectivement celui d'Amadou Vamouké, qui est emprisonné depuis 4 ans, qui n'a pas été jugé une fois et qui a connu 30 renvois. On se demande bien pourquoi. Bon, pour le cas en cas de diffamation, de propagation de fausses nouvelles, qui dure depuis 15 mois, non, c'est anormal. Il faut absolument que la justice se remue. Il faut que ces nouveaux magistrats qui sortent tous les jours, qui sont nommés tous les jours, qui sont installés tous les jours, fassent leur travail. Or, malheureusement, cela donne la mauvaise impression, justement, que la justice camerounaise est une justice amorphe, est une justice léthargique, est une justice qui aime bien pourrir les choses. Mais moi, je ne suis pas du camp de ceux qui peut-être demanderaient la libération pure et simple de Paul Chota, tout simplement parce que la procédure dure. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que la justice fasse son boulot. Et bon, les avocats, eux, ces avocats sont en train de faire le leur en disant que c'est un procès qui est kafkaïen, comme on dit. Mais ce que je dis, c'est que je ne suis pas d'accord quand la justice est incapable de faire son boulot en temps et en heure. Alors, on va évoquer la situation de la chefferie dans ce groupement Bafou dans la région de l'Ouest. Un trône à problème, indique ce matin la Nouvelle Expression. La désignation du fils d'un régent comme héritier au trône du village Tingbe suscite curiosité et indignation. Le journal indique ce matin que les descendants d'un régent veulent confisquer un trône. Qu'est-ce qui fait autant courir les chefferies traditionnelles, Guervé, par ces temps? Non, il faut dire que on a un problème avec nos chefferies depuis au moins à peu près une vingtaine d'années. Il y a une sorte de désacralisation de la chefferie. Et ce qu'on observait ailleurs commence à se déporter de plus en plus dans les chefferies de l'Ouest, ce qui est regrettable. En fait, ce qui se passe à Bafou est révélateur de ce que vous savez, on a de plus en plus de chefs jeunes. Hein, des chefs comme Soukoudjou sont quasiment les derniers Mohicans. Les chefs sont de plus en plus des gens comme vous et moi dans nos chefferies. Il y a une sorte de cet appétit pour les chefferies est aussi en partie lié à l'inféodation du pouvoir au sein des chefferies. C'est sous ce renouveau qu'on a vu les chefs destitués, ce qui est totalement surréaliste et même métaphysique. On a vu sous le renouveau, c'est-à-dire avec l'ère Paul Biya où les sous-préfets, les préfets allaient nommer des chefs dans des villages où les gens commencent à marchander, etc. Non, je pense que les gens sont en train de jouer avec des choses sacrées et il y va de la perdition de plusieurs générations, parce qu'il y a des choses qu'on ne marchande pas, il y a des choses avec lesquelles... Comme le pouvoir traditionnel. Comme le pouvoir traditionnel, qu'on ne marchande pas, les choses avec lesquelles des valeurs avec lesquelles il ne faut pas s'amuser, parce que, je veux dire que chez nous, dans la région de l'Ouest, on sait qu'on est chef, on ne devient pas chef. Donc ceux qui pensent qu'à coup de pouvoir, d'argent et de trafic d'influence, ils peuvent arracher les successions dans les chefferies, eh bien les exemples sont légion. Ceux qui ont essayé, on a vu après ce qu'ils sont devenus et ce que les chefferies sont devenus. Je ne trahis pas un secret pour dire que la Babajoun, par exemple, la chefferie a pris feu plusieurs fois. C'est des signes. Voilà, c'est les signes qui ne trompent pas. C'est des dégâts collatéraux de ce type d'attitude où les gens veulent devenir chefs. Alors en réalité, il faut que les gens le sachent. Il y en a qui ont le sang bleu, le sang royal. C'est peut-être difficile à accepter, mais c'est comme ça. On est chef, on ne devient pas chef. Et tant que l'administration voudra, pour des raisons politiques, imposer des chefs parce qu'ils vont les manipuler, eh bien, ils auront deux conséquences. Soit ils seront frappés brutalement par la tradition elle-même, et l'autre conséquence, c'est que, eh bien, à la vérité, ceux qui vont essayer de se prêter à ce type d'exercice ne mettront pas évidemment à long feu, et puis c'est toute leur descendance qui va en partir, parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne badine pas, et ce qui se passe à Bafou est complètement scandaleux. C'est la chefferie Tingbe, chefferie de 3e degré dans le groupement Bafou dans la région de l'Ouest. C'est une chefferie de 3e degré, donc ce chef-là devra, le chef de cette
communauté devrait voter lors des prochaines élections. C'est aussi ça l'enjeu, Camille? Oh, je ne vois pas les choses sous cet angle. Il faut noter que depuis effectivement une trentaine d'années, il y a une sorte de course à la chefferie. Vous ne pouvez pas compter le nombre de ministres ou de grands comités d'État du gouvernement qui sont des chefs traditionnels chez eux, alors que leur propre père n'était pas chef traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a une course. Bon, maintenant, quand vous quittez ce cas de figure, vous allez même dans une ville comme Douala, vous allez trouver un individu lambda qui était, je sais pas, vendeur de savon ou bien qui était coiffeur quelque part. Et quand il rentre, il dit non, moi je suis chef traditionnel à Douala. Parce que quoi? Parce qu'il est chef de bloc ou chef de quartier. C'est-à-dire qu'il y a une désacralisation de la chefferie. La chefferie traditionnelle, c'est quelque chose de sacré parce qu'elle est justement la racine de la tradition. Et moi, de ce que j'ai entendu dire, un chef illégitime du côté de l'Ouest, dès qu'il procédait par des malices pour entrer à la chefferie, son passage au LACAM, il ne sortira pas du LACAM indemne. Soit il meurt à l'intérieur du LACAM, soit il devient fou, des choses comme ça. Mais on a vu aussi dans d'autres chefferies, par exemple chez nous, ici à Douala, où il y a l'histoire, l'anecdote célèbre d'un chef de premier degré qui n'était pas sur la lignée de la chefferie, mais qui a tout fait. Il y a eu un trafic d'influence qui lui a permis d'accéder à la chefferie. Il n'a même pas fait 3 mois. Il a été frappé d'une maladie qui l'a empêché même de pouvoir seulement marcher jusqu'à sa mort. Donc, la chefferie traditionnelle a des choses qui sont sacrées et c'est des choses avec lesquelles on ne joue pas. Dans le cadre de cette chefferie, et la nouvelle expression, non, le messager, je crois, l'a très bien rappelé. La nouvelle expression. La nouvelle expression. Il s'agit d'une chefferie qui était vacante depuis 1910. Le dernier chef est mort en 1910. Or, celui qui était préparé pour devenir chef était tellement petit que c'est le frère du chef qui a assuré la régence. De 1910 jusqu'aux années 1980, ce frère du chef, mort, a laissé son fils poursuivre son œuvre. Malheureusement, il n'était pas... La lignée n'était pas respectée. Aujourd'hui, on se retrouve donc près de plus de 100 ans après que la lignée maintenant, celui qui est en train de vouloir briguer la chefferie aujourd'hui est le fils de la lignée des régents qui se sont succédés. Or, un régent n'a pas le droit d'être chef. Et on a vu dans plusieurs cas, même ici à Douala, où on a vu... Des régences qui se pérennisent, qui se pérennisent et qui font que la chefferie s'écarte tout doucement, mais malicieusement. C'est tout comme tout récemment. Il y a eu un chef de 3e degré qui a été installé dans un petit village du côté de Beaumont qu'on appelle Babenga, où le chef qui était le garant de la lignée, disons, le trisaïeul, est mort, son fils n'a pas pu accéder, et son fils n'a accédé au son trône que 50 ans plus tard. Et maintenant, ce chef mort, tout a été fait pour que, effectivement, ceux qui sont succédés à la régence de cette chefferie puissent se passer le bâton jusqu'à la dernière consultation, où le sous-préfet de Dibon-Marie a fait preuve d'une maestria extraordinaire pour restituer les choses et ramener la succession à sa place. Donc, du côté de cette chefferie 3e degré à l'Ouest, moi je pense qu'il faudrait que nos autorités traditionnelles, surtout ces chefs de 1er degré, aient leur mot à dire et disent la vérité pour ce qui est des chefferies. D'accord. La une de Le Messager ce matin, c'est la crise foncière, le patrimoine, l'expropriation des terres. Henri Eba ici parle dans un contexte de mercantilisme marqué par des expropriations qui génèrent des conflits à n'en plus finir. Le ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières se met à table. Fongan, en page 6 et 7 de Le Messager ce matin, le ministre rappelle le rôle régulateur de l'État dans l'accès à la terre. C'est rassurant? Non, c'est pas rassurant quand on a encore en esprit ce qui s'est passé avec Néo Industrie, où on a l'impression que l'État n'a pas joué franc jeu dans cette affaire, où des hommes d'affaires ont été déboutés, qui ont pourtant investi et mis beaucoup d'argent, et l'État a eu un parti pris, j'allais dire, assez injuste. Ce n'est pas rassurant quand on observe j'allais dire la justice à tête chercheuse qui est régulièrement rendue par les pouvoirs publics quand il s'agit d'exproprier les gens. Il ne nous a pas échappé, vous vous rappelez, par exemple, quand on a commencé à lancer les travaux du port en eau profonde de Kribi, où je vais dire que 5 ans avant,
les mêmes fonctionnaires étaient venus racheter toutes les terres aux populations de Kribi après, au prix de rien, parce qu'ils savaient qu'il y a un projet qui allait venir là-bas. Ils sont venus quelques années plus tard, revendre les mêmes terres j'allais dire aux autochtones et à prix d'or, seulement parce qu'ils avaient l'information. Non. Je veux simplement faire remarquer que s'il y a dans ce pays, au regard des frustrations qui s'accumulent, comme j'aime souvent le dire, l'accumulation de frustrations, le carburant de la révolte, si jamais il y a une véritable révolution dans ce pays, qui, à mon sens, n'est pas une incantation, qu'on ne proclame pas, eh bien, la véritable révolution de ce pays viendra du foncier, parce que l'accumulation que les populations les frustrations que les populations accumulent jusqu'ici sont assez graves. Les gens sont expropriés au quotidien sous le nez et la barbe de l'État qui pratique une justice à tête chercheuse. Si on ne fait pas très attention, mais j'ai peur que la révolution, la guerre qui risque d'arriver dans ce pays proviendra du foncier, parce que les gens commencent à voir. Vous n'imaginez pas quelqu'un qui a toute une vie, de génération en génération, et a été sur une terre, et du jour au lendemain, on vient vous dire que on va vous demander de déguerpir, parfois sans vous proposer d'alternatives. Eh bien, vous avez des gens qui sont prêts, j'allais dire, à mourir pour ça. Ils sont nombreux, de plus en plus nombreux dans ce cas. Si on ne fait pas attention, eh bien, j'ai peur que la prochaine révolution qui arrive dans ce pays provienne du foncier. D'accord. Je vous invite plutôt, Camille, à dire un mot, non pas sur cette question foncière. Non, celle-là m'intéresse. Elle m'intéresse parce que hier, par exemple, oui, moi j'ai assisté à une réunion organisée par le préfet d'une CAM, justement, une réunion à laquelle tous les responsables de l'administration et les chefs traditionnels étaient conviés, justement à cause de ces problèmes fonciers. Les problèmes fonciers sont d'une extrême sensibilité ces derniers temps. Vous savez, il y a des gens qui font ce qu'on appelle la mise en valeur. Quelqu'un arrive dans un village, il commence à planter des bananiers, un jour il dit que voilà, j'ai planté des bananiers sur 10 hectares, il obtient un titre foncier, sans que la chefferie, par exemple, de quoi n'ait été associée. Il y a des gens qui viennent, qui achètent 500 hectares, 200 hectares dans un village. Vous pensez que son propre village n'a même pas 10 hectares. Il achète 500 hectares. Donc je pense que le souci du ministre aujourd'hui, c'est de réguler effectivement la gestion de cette terre, de permettre aux gens, de permettre des conditions beaucoup plus précises et surtout d'amener les gens et les autres à comprendre que c'est bien beau le village, mais seulement il y a aussi, ce village lui-même fait partie du domaine privé de l'État et que la gestion de cette terre justement doit être faite de manière beaucoup plus policière qu'elle l'a été jusqu'à présent. Madame, monsieur, merci. C'est la fin de ce plateau. On vous retrouve demain vendredi pour la dernière de la semaine. Restez sur Equinox Télévision. Nos programmes se poursuivent. Yes, y'all. Right, Steve. Whitney.